Bonjour Mathieu Angotti. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pour cette chronique BD. On va parler de cette formidable BD qui tombe à point dans le calendrier de cette année 2017, calendrier extrêmement chargé au niveau politique. Évidemment, la présidentielle, on est en plein dedans. Et cette BD s'appelle Désintégration, journal d'un conseiller à Matignon. Ce qui est bien avec ce titre, c'est qu'il a le mérite de tout dire en tout cas. Oui, on a essayé d'être explicite parce que le sujet est un peu technique parfois et on a voulu le rendre très accessible et que le lecteur se plonge sans trop de difficultés dans ces méandres des couloirs des cabinets ministériels. Et on se disait, ça commence par le titre, quelque chose de fort qui donne envie qui attire la curiosité, quoi. Alors, on va expliquer un peu plus pour nos auditeurs. Vous avez été conseiller à Matignon, donc sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Vous venez du milieu associatif au départ, et votre première mission, elle concernait la pauvreté, le plan contre la pauvreté de Jean-Marc Ayrault. Il voulait lutter contre la misère sur les 2 premières années, on va dire, du quinquennat de François Hollande. Et donc, vous arrivez du milieu associatif pour gérer ce dossier. C'est cela à peu près? C'est tout à fait ça, et ce qui me donnait une position un petit peu originale, parce que à Matignon, ce que j'ai découvert, c'est que l'écrasante majorité des conseillers sont des hauts fonctionnaires. La plupart ont fait l'ENA, la plupart ont des parcours dans la haute administration. Moi, j'arrivais d'un univers tout à fait différent. C'était le souhait de Jean-Marc Ayrault de dire, pour ce plan de lutte contre la pauvreté, essayons de le construire avec la société civile, avec ceux qui sont au contact au quotidien des personnes en situation de misère, quoi. Et moi, mon rôle, c'était de fédérer ces acteurs-là, les grandes associations qu'on connaît, de la Fondation Abbé Pierre jusqu'au Secours Populaire, de la Croix-Rouge au Resto du Cœur, pour travailler avec eux sur l'emploi, le logement, la santé, tout ce qui constitue les difficultés des personnes en situation de pauvreté. Alors jusque-là, on peut dire que c'est un succès, la mission réussit bien, vous êtes félicité par vos pairs, vous êtes repris par les journalistes, par la presse, c'est ce que l'on peut voir dans la bande dessinée. Et puis ensuite vient l'épineux problème de l'intégration, en tout cas ce qui devient un problème. On sait que la question de l'intégration avec l'identité nationale a été pas mal soulevée sous Nicolas Sarkozy, et donc la gauche veut s'attaquer à cette problématique, l'intégration, et c'est là que ça se complique. Oui, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément mesuré, c'est-à-dire qu'on utilise la même méthode que pour le plan de lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'on construit des groupes de travail très, très éclectiques avec des experts, des élus, mais aussi des citoyens pour essayer de faire preuve d'imagination et de répondre aux difficultés que vivent au quotidien en fait les descendants de migrants. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est que tous les jours, des descendants de migrants sont victimes de discrimination dans l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, parce qu'on les renvoie systématiquement à leur origine, ou plutôt à l'origine de leurs aïeux, comme s'ils étaient des Français de deuxième catégorie. Et donc nous, on se met à travailler là-dessus sur l'accès aux droits communs pour ces personnes-là. On essaye de dire, ça c'est notre sujet, on va pas trop s'occuper d'immigration, on va pas trop s'occuper non plus des questions de laïcité, on va vraiment être sur les questions de lutte contre la discrimination. On arrive à tenir cette ligne pendant quelques mois, et puis tout à coup, on se fait percuter par un article du Figaro qui nous accuse, qui accuse Jean-Marc Ayrault de vouloir, à travers cette réforme, remettre le voile à l'école. Ce qui n'était pas du tout notre sujet, mais du coup, une polémique s'enflamme à nos dépens, et on est complètement bouleversé par ce feu médiatique qui prend à la fin de 2013. Voilà, alors d'où le titre, Désintégration, puisque ça se passe mal sur ce dossier de l'intégration. Alors l'intérêt de cette bande dessinée, en tout cas moi je pense, au-delà du fond, au-delà de la question tout d'abord de la misère, et puis surtout quand même de la question de l'intégration, c'est les coulisses, c'est de voir comment se déroule comme ça la construction d'un projet avec les différents ministères qui se mettent en relation avec les différents membres de cabinet, comment il y a des petits jeux de pouvoir, même des importants jeux de pouvoir, des guéguerres internes entre tel ou tel ministre qui ne s'entendent pas bien. On sait de notoriété publique que Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Valls, c'était pas le grand amour, et là ça se vérifie plutôt bien. Tout à fait. Et c'est là où effectivement le travail du dessinateur était très important, c'est-à-dire de rendre ça accessible. Encore une fois, nous, notre idée, c'était que le lecteur arrive à se mettre à ma place, c'est-à-dire la place d'un néophyte qui rentre dans un cabinet, qui découvre ça un peu avec des yeux candides, et que
mettent dans ma peau, ils vivent un peu le quotidien avec tout ce que vous dites, c'est-à-dire cette pression permanente des influences des uns et des autres. Alors, vous citez effectivement les enjeux entre ministres. Il y a par exemple aussi le poids du budget qui vient percuter chaque dossier en disant mais on n'a pas les moyens, ou on essaie du coup de gratter des budgets à droite à gauche, et puis ce qu'on a le matin peut être détricoté le soir même. Il y a les enjeux aussi avec les parlementaires, il y a les enjeux avec l'Élysée, les conflits entre Matignon et l'Élysée. On essaie de faire découvrir ça de l'intérieur, vraiment au plus près de la réalité du vécu, quoi. Un autre aspect, on le voit, les conséquences sur votre vie privée, et plus largement, on voit, et c'est vraiment dans l'air du temps, hein, les politiques, plus que la politique, je ne pense pas qu'elle soit discréditée, mais en tout cas, les politiques sont de plus en plus discrédités, accusés de vivre un petit peu dans une bulle, d'être hors sol. Et là, on le voit également, on voit de magnifiques lieux pour travailler, de cabinet en cabinet, on voit les voyages en avion, on voit les restaurants, on voit les hôtels particuliers. C'est aussi un point important de cette bande dessinée, de montrer ce monde qui est un monde particulier. Oui, et ça c'est quelque chose qui m'a frappé, je pense sur lequel il faut vraiment intervenir, c'est-à-dire que on travaille surtout à Matignon et à l'Élysée, aussi dans les autres ministères, dans des conditions extrêmement confortables. On a tous des super salaires, on a tous des super bureaux, on a tous, on mange bien, effectivement. On est dans des quartiers très privilégiés, très beaux, tout est beau. Et ça donne, et puis en plus, il y a un esprit de corps qui se crée parce qu'on a l'impression d'être où il faut être, c'est là où les choses se décident. Et du coup, il y a un enfermement progressif, en fait, qui est très difficile à contrer. Et donc là où moi, je pense qu'il faut intervenir, c'est créer des passerelles, créer des ouvertures, faire en sorte que les conseillers sortent de leur cabinet, faire aussi rentrer des citoyens dans les ministères, travailler sur un peu ce qu'on a essayé de faire sur les plans dont je me suis occupé, c'est-à-dire faire vraiment de la co-construction de politique publique, ce qui oblige les uns à sortir, les autres à rentrer. Et il faut bien sûr des hauts fonctionnaires, il faut de l'administration pour faire tourner une république, mais il faut ces fonctionnaires, pour qu'ils soient beaucoup plus au contact quotidien, qu'ils ne perdent pas pied, quoi. Ouais, c'est grisant. Il y a un moment où le système est plus fort que l'individu, que les convictions de l'individu, ou en tout cas presque plus fort dans certains cas. Et il le serait moins s'il intégrait d'entrée le système, cette notion d'aller-retour permanent avec l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, bien sûr, il devient plus fort, ou c'est très difficile encore une fois d'y résister, quand tout est conçu, tout est fait pour que vous restiez dans l'entre-soi. Si c'était conçu différemment, on n'aurait pas le choix, les conseillers n'auraient pas le choix, ils seraient dans ces allers-retours permanents et ça irait très bien. On revient un petit peu sur l'objet BD. Comment est né ce projet ? Alors c'est Robin Recht, le dessinateur, on se connaît depuis très longtemps. Quand il a vu que je rentrais à Matignon, il s'est dit là, il y a peut-être quelque chose, peut-être un coup à jouer. Donc c'est lui qui m'a dit, prends des notes, tiens un journal quotidiennement si tu arrives à t'y tenir. Et puis on verra plus tard s'il y a matière à raconter quelque chose. Donc je m'y suis tenu, j'ai tenu ce journal tous les jours. Après, quand je suis sorti, il s'est passé pas mal de temps dans lequel on a discuté, on a réfléchi. Et finalement, on s'est aperçu que cette histoire du dossier intégration était une vraie histoire. C'est-à-dire qu'il y avait un début, un milieu, une fin, des péripéties, du suspense. Et là, on s'est dit, bon, il y a un truc narratif là. Et à partir de là, on s'est mis à travailler sur l'objet BD en lui-même. Mais il est né presque dès le début. D'accord. C'est chez Delcourt, on l'a pas encore dit, évidemment. Ouais. C'est chez Delcourt, cette bande dessinée des intégrations au journal d'un conseiller à Matignon. Robin Recht, il a déjà travaillé pour de prestigieuses maisons d'édition, Les Humanoïdes Associés, ou encore Glénat, ou encore Soleil, qui est une collection qui appartient à Delcourt. On peut dire un mot du dessin également. C'est vraiment très chouette. C'est généralement, même tout le temps, c'est sur 3 planches. C'est des planches de 3 vignettes plutôt, donc ça fait 9 vignettes par page, et il y a des pages complètes en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est-à-dire qu'il y a qu'un seul dessin, mais qui est découpé en 9 vignettes, et ça donne vraiment des effets splendides sur certaines pages. Alors des fois, il y a un dessin par case. Pour simplifier, mais des fois c'est toute la page où il y a un seul dessin, mais c'est découpé donc en 9 cases. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais c'est l'idée. C'est du noir et blanc. Enfin, c'est pas vraiment du noir et blanc. Il y a du sépia, il y a du noir et blanc, il y a des
Il y a il y a des teintes, des dégradés de violet également. Ça a été un choix dès le début et vous êtes d'accord avec ce choix de pas faire de la couleur? En fait, il fallait que, dans l'optique de Robin, l'idée c'était vraiment de servir, comment dirais-je, d'aider, encore une fois, le lecteur à rentrer dans l'histoire. Donc, il fallait que le dessin soit à la fois relativement simple, c'est-à-dire que les personnages sont croqués de manière assez simple, facilement reconnaissable, Hmm. et que ce soit fluide, assez facile à suivre, et puis que ce soit vivant, parce que il y a beaucoup de scènes de huis clos, c'est des univers très fermés, et donc il fallait quand même que ce soit dynamique et que le dessin permette de transmettre ce côté très vivant, très intense, malgré le côté huis clos du lieu. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce qu'il a appelé un gaufrier, là, effectivement, les 9 cases par page, Hmm. dont il s'abstrait parfois en prenant la place de mettre des dessins sur 4, 5, 6 ou voire jusqu'à 9 cases. Hmm. Voilà, c'était ça son choix. Personnellement, je trouve ça effectivement remarquable. Enfin, moi, c'était un grand bonheur finalement de scénariser cette BD parce que je recevais au fil de l'eau des planches que je trouvais magnifiques, quoi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, chez Delcourt et ailleurs, beaucoup de retours très positifs sur ce style qu'il a adopté. En plus, pour lui, c'est un changement, parce que les BD qu'il faisait avant n'étaient pas du tout sur ce style-là. C'est quelqu'un qui fait d'habitude plutôt de l'heroic fantasy, avec du dessin ultra réaliste. Et donc là, il s'est jeté dans autre chose. C'est un vrai challenge, et donc on est très heureux du résultat. Et en vrai, vous ressemblez autant à Yann Barthès? Vous avez repéré ça. Là, je crois que c'est le côté cheveux grisonnants sur les tempes qui me donne un petit côté Yann Barthès, effectivement. Non, mais en tout cas, c'est vraiment très très réussi. Vous l'avez dit, on reconnaît dès le premier coup d'œil Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, des journalistes également, et toutes les personnalités publiques qui sont dans cet album, on les reconnaît très facilement. Je ne veux pas vous poser les questions habituelles hein, pour les dessinateurs ou pour les auteurs de bande dessinée. Je pense que ça aura pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Je vais vous remercier encore une fois, Mathieu Angotti, d'avoir répondu aux questions de la chronique BD. Merci à vous. Très Euh, gentil. je ne sais pas si on aura l'occasion de se reparler dans le cadre d'une chronique BD, sauf si des fois vous avez une autre, voilà, J'espère. peut-être que des fois vous aurez un autre parcours qui inspirera Robin Recht. À la fin de la bande dessinée, on apprend que vous vous occupez des affaires sociales à Grenoble, c'est bien cela? Ouais, à la mairie de Grenoble, tout à fait. Voilà. Je suis au centre communal d'action sociale de Grenoble. Donc ça, c'est toujours le cas. Ouais, tout à fait, c'est toujours le cas. Et une dernière question, peut-être un petit peu perfide, c'est c'est 2013 le plan contre la pauvreté, contre la misère. Oui, c'est ça, il sort en janvier 2013. Ouais. On est aujourd'hui en avril 2017. Où il en est ce plan? Parce qu'on voit qu'il a quand même été pas mal taillé hein, par des restrictions budgétaires, il y a des conflits pendant tout le long de l'album. Il est encore là en filigrane ce plan avec des dégradations donc sur son application. Où il en est aujourd'hui? Eh ben, d'un côté, si je vois le côté positif, les mesures principales, les plus symboliques ont bien été prises. Mhm. La hausse du RSA, ça a été fait, 10% de plus au-delà de l'inflation. La création de la garantie jeune, qui est une forme de RSA pour les 18-25 les plus en difficulté. Aujourd'hui, il y a presque 100 000 qui en ont bénéficié. Mhm. La hausse de certaines allocations familiales pour les familles pauvres. La hausse du nombre de personnes qui bénéficient de la couverture médicale universelle. Tout ça, ça a été fait. La réforme de la prime d'activité qui permet aux jeunes d'y accéder. Donc ça, c'est des aspects positifs qui ont été tenus grâce notamment à l'action de François Chérec tant qu'il a pu le faire. Mhm. Le côté plus sombre, c'est que quand on regarde les stats, la puissance de la machine à exclusion dans laquelle on est aujourd'hui fait que la pauvreté stagne. Et Mhm. que malgré ce qu'on a toutes ces mesures dont je vous ai parlé, ça n'a pas suffi pour endiguer le phénomène qui nous échappe en bonne partie, quoi. Et sans parler de Macron, d'Hamon ou d'autres candidats, vous reconnaissez dans les propositions de certains des choses peut-être que vous aviez proposées à l'époque? Puisque ces deux anciens ministres Ouais, de ouais. François Hollande, même si Macron n'était pas encore ministre au moment où vous Non, étiez il était conseiller à secrétaire général Matignon. de l'adjoint de l'Élysée quand j'étais là. Ouais. Voilà, il était quand même dans Euh, les arcanes du pouvoir. Hein. tout à fait. Très peu, très peu. C'est un point sur lequel je rejoins mes anciens camarades associatifs qui essayent de s'exprimer ces jours-ci. C'est très
très peu évoquées. Les questions de redistribution, les questions de lutte contre l'exclusion, d'accès au logement par exemple, de lutte contre le chômage de longue durée. Toutes ces questions sont étrangement absentes de la campagne et c'est quelque chose qui est difficile. Enfin, c'est un peu un crève-cœur pour tous ceux qui militent aujourd'hui, qui militent parfois depuis des années, de voir que, alors que, encore une fois, la machine à exclusion n'a jamais été aussi forte, c'est aussi peu un sujet de préoccupation. Très bien. Et merci beaucoup, Mathieu Angotti, d'avoir été notre invité. Désintégration, journal d'un conseiller à Matignon. C'est chez Delcourt, c'est formidable. 144 pages. Vous n'allez pas vous ennuyer. C'est très vivant et ça nous en apprend beaucoup sur le fonctionnement de notre démocratie. Et c'est dessiné par Robin Recht. Merci beaucoup, Mathieu Angotti. Merci. 是吧？好，我。